Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour ma chaîne YouTube, le Studio Toto. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui est très à la mode en ce moment. On en entend beaucoup parler sur les forums, sur Facebook, sur les blogs, sur des tas de choses. C'est les gens qui switchent d'un système DSLR, donc gros réflexe à miroir traditionnel, pour aller vers des systèmes hybrides, mirrorless, donc diverses marques, Sisonmi, Fuji, Sony, etc. Et aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu pourquoi moi aussi j'ai décidé de suivre cette tendance et vous faire un petit retour d'expérience sur ce que j'ai vécu. De façon à ce que cette vidéo ne soit pas trop longue et pas trop indigeste à regarder, j'envisage de la découper en plusieurs morceaux concernant à chaque fois un des aspects de ce choix et les différences techniques qui existent entre les deux types d'appareils. On va commencer déjà par parler de pourquoi j'étais chez Canon et de qu'est-ce que j'avais comme équipement chez Canon et de pourquoi ça m'allait et peut-être aussi un petit peu de pourquoi ça ne m'allait pas, sinon pourquoi est-ce que j'aurais fait un switch. Et ensuite on va développer sur pourquoi j'ai été attiré vers Fuji et finalement quelles sont vraiment les différences entre les deux systèmes et expliquer à la fin en conclusion pourquoi finalement j'ai souhaité switcher vers Fuji. Pour vous faire un bref historique de depuis quand je fais de la photo, etc., c'est en 2007 j'avais acquis mon premier appareil photo sérieux, entre guillemets. C'était un 400D ou un 450D Canon que j'avais acheté en 2007 ou 2008, il faudrait que je vérifie un petit peu. Et j'ai commencé à prendre plaisir à faire de la photo comme ça. Puis après, bien sûr, avec le kit de base, on se met à chercher un autre objectif, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Et je crois que finalement, l'expérience de tous les photographes est à peu près la même, c'est que, indépendamment de la marque que vous achetez, à partir du moment où vous commencez à faire des achats d'optiques, d'accessoires, de batteries, etc., eh bien vous vous retrouvez un petit peu prisonnier de cette marque-là, un peu contraint et forcé, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, finalement, vous commencez un petit peu à avoir le réflexe de la défendre quoi qu'il arrive, contre vents et marées, même si d'autres personnes viennent vous dire « Ah, Sony c'est mieux, ah, Nikon c'est moins bien, ah, Sony c'est mieux, etc. » Finalement, vous prenez un petit peu votre parti d'avoir acheté ce que vous avez acheté au début et à la longue, changer de matériel, changer de marque devient quelque chose de très difficile. À partir de là, c'est vrai que ça devient un petit peu curieux de décider de changer de marque de matériel et il faut que ça corresponde vraiment à un besoin. Et c'est ça le plus important, c'est surtout le message que je voudrais faire passer dans cette vidéo, c'est qu'il faut toujours réfléchir à ce que vous faites comme photo, à votre type de photographie, avec quoi vous vous sentez à l'aise pour faire des photos et quels sont vos besoins en tant que photographe. Car oui, on peut faire de bonnes photos avec autre chose qu'un boîtier à 7000 € et des optiques qui en valent 2500 l'une. Si, je vous jure, c'est possible. Et c'est ce qu'on va prouver dans cette vidéo un petit peu plus tard. En effet, il faut analyser vos besoins. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais absolument pas vous inciter ou faire de la propagande pour que vous alliez vers telle ou telle marque ou vers tel ou tel système. À la fin de cette vidéo, je ne prendrai absolument aucun parti pris envers une marque ou envers une autre parce que de toute façon aujourd'hui c'est quelque chose qu'il faut admettre comme un prérequis. En 2016 il n'existe presque plus aucun mauvais appareil photo et c'est un fait, mis à part peut-être les appareils qu'on trouve sur des téléphones portables bon marché qui font vraiment mal le taf. Aujourd'hui, quelqu'un va vous répondre « Ouais, mais moi je m'en fous, mon Galaxy S6, il fait de meilleures photos que ton réflexe. » Mais on s'en fout de ça. Si tu fais de bonnes photos avec ton réflexe, c'est bien. Si tu fais de bonnes photos avec ton téléphone, c'est très bien aussi. Mais c'est parce que ça te correspond. Moi, j'ai dû mener un petit peu une analyse de qu'est-ce que je faisais comme photo avant de faire un choix de système. Je fais principalement du portrait, un petit peu des conditions reportage, donc des mariages, des choses comme ça. Et je voyage, et quand je voyage, bien sûr, j'emporte mon matériel avec moi. J'avais développé mon matériel Canon jusqu'à avoir 5D3, 85 mm f1.2, 70-200 f2.8, un 35 mm Sigma Art 1.4, un 16-35 f2.8 version 2, des tas de batteries, des tas de cartes mémoire, des tas d'accessoires, etc. Et tout ça commençait à peser extrêmement lourd sur la balance. Je pense que c'est l'une des principales raisons qui font que les gens commencent à switcher de plus en plus aujourd'hui vers les systèmes hybrides, c'est le poids et l'encombrement. Peut-être le tarif aussi dans un second temps, mais on en reparlera plus tard. En effet, le poids et l'encombrement ont pesé très lourd dans la balance, dans ma réflexion, dans mon choix, parce que y a deux événements entre guillemets marquants pour moi qui m'ont conduit à cette réflexion-là. Ça a été d'une part un voyage que j'ai fait en février à New York où je voulais vraiment profiter à fond en tant que photographe de la ville et j'étais parti extrêmement chargé, on aurait dit une tortue dans les rues à me trimballer avec mon gros sac à dos comme ça. Mais j'ai souffert, franchement j'ai souffert parce que à la fin de la journée,
J'avais un point dans le dos, un point sur le côté, les épaules cisaillées par les bretelles. Dès que je pouvais poser mon sac, je le posais. Dès que je pouvais m'asseoir, je m'asseyais. Tant pis si je posais le sac dans l'eau, tant pis si je le posais dans la poussière, dans la terre, dans la boue, dans l'herbe, je m'en fichais. Tout ce qui importait pour moi, c'était de soulager mon dos. En partant, j'avais déjà l'idée de réfléchir à acheter un second boîtier pour quand je suis en situation de reportage, car jusqu'à ce moment-là, je n'avais que le 5D. Et quand il fallait changer vite d'objectif, etc., je me rendais bien compte que je perdais des moments importants, et de toute façon, j'avais prévu, quoi qu'il arrive, de revenir de là-bas, de ce voyage, avec un second boîtier. Maintenant, lequel? C'était la question qu'il fallait se poser. Et quand j'avais déjà réfléchi à Fuji, mais vraiment avec le poids que représentait ce sac pendant mon voyage, j'ai pas beaucoup hésité. Finalement, j'ai acheté un Fuji X-T1 avec un petit objectif 35 mm 1.4 qui, je crois, est le plus petit et le plus léger de la gamme Fuji. C'est aussi un des plus anciens, donc pas le meilleur objet en plus. Et j'ai commencé tout doucement à apprivoiser cet appareil-là, déjà dans un premier temps au cours du voyage. Je dois avouer que mon amour pour mon 5D, même encore aujourd'hui après m'en être séparé, j'aime bien quand même mon Canon, je l'aimais beaucoup. Et je crois que beaucoup de gens qui ont du matériel photo, quelle que soit la marque, se disent « Oh non, j'aime bien mon appareil quand même, j'ai fait de si belles photos avec, je l'aime ». Mais bon, il y a un moment donné où parfois pour vivre mieux, il faut se séparer, c'est la vie. Et pendant ce voyage, bon, j'avoue que j'ai commencé à apprivoiser le Fuji vraiment que sur la fin du séjour. Une fois que je me suis dit, bon, ça y est, j'ai fait toutes les photos que je voulais faire pendant mon voyage avec le Canon. Je suis allé avec le trépied sur les spots que je voulais, faire les poses longues que je voulais, faire les paysages que je voulais, faire la street photo que je voulais. Et quand, sur les 3-4 derniers jours du séjour, je me suis dit, c'est bon, j'ai fait tout ce que je voulais, j'ai commencé à me dire c'est bon, je peux laisser le Canon à la chambre d'hôtel et partir uniquement me balader avec le petit Fuji. Petit, léger, compact. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprivoiser le bestiau. Au début, j'étais un petit peu perturbé par l'ergonomie, mais bon, comme toutes les ergonomies, finalement, c'est une question d'habitude. Une fois que ceci a été franchi, j'ai commencé à faire quelques images. Et j'en reparlerai dans un moment parce que c'est à partir de là que j'ai compris qu'en fait, il n'y avait aucun compromis à faire sur la qualité des images et c'est bien là le plus important. Ceci dit, je suis quelqu'un de prudent. Je voulais pas me jeter à corps perdu à me dire tiens allez je change tout d'un seul coup, je revends tout d'un seul coup, puis je rachète tout chez Fuji d'un seul coup. Je prends toujours une marge de manœuvre au cas où j'aurais été déçu. Dans les mois qui ont précédé ce voyage, je me suis bien dit qu'il y avait d'autres photographes que je suivais qui eux aussi avaient abandonné leur système pour partir sur du Fuji et que cela n'avait en aucun cas nui à la qualité de leurs photos. J'étais donc relativement rassuré quant à ce que le système puisse, comme on dit, faire le café. Et je n'étais pas trop inquiet. Ceci dit, j'ai préféré me référer à mon avis personnel, à mon expérience et à comment je me faisais moi-même au matériel. Ce que je vous invite bien entendu à faire au cas où vous envisageriez vous aussi de faire ce genre de switch. C'est donc au fil des mois qui ont passé que j'ai de plus en plus utilisé le Fuji, d'abord pour aller faire un shooting où je faisais quelques photos annexes, puis sur un second shooting où j'ai fait à peu près 30% des photos avec, puis sur encore un autre truc où j'ai fait encore un peu plus de photos. Jusqu'à un moment au mois de mai où j'ai fait un mariage pour un ami, j'ai fait ses photos et je me suis rendu compte que plus de 50% des photos de cette journée-là avaient été faites avec le Fuji, mais plus important encore, sans que je m'en rende compte. Et ça c'est important parce que ça voulait dire dans ma tête que ça y est, le boîtier était complètement intégré à mon flux de travail. Et j'avais donc passé ce point où l'interface devient transparente. Vous avez forcément tous vécu ça quand vous avez votre boîtier depuis un certain nombre d'années. Vous pouvez faire tous vos réglages avec l'œil dans le viseur, tout paramétrer quasiment les yeux fermés. Et c'était ce qui était en train de se produire avec le Fuji. Et c'est là qu'en fait le déclic est arrivé en me disant bah ça y est, c'est bon. Je me sers autant du Fuji, voire plus que du Canon. C'est donc qu'il peut commencer à le remplacer. Jusqu'à ce que donc ce mariage sonne le début de cette transition que je n'étais pas du tout sûr au début de faire, puisque dans ma tête, j'avais acheté un second boîtier qui devait venir en complément de mon 5D. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, enfin jusqu'à ce moment-là plutôt, je n'avais pas envisagé de faire un switch complet. C'était simplement un matériel additionnel que je voulais me trouver. Qu'est-ce qui a donc décidé le fait que je décide de tout vendre chez Canon? Eh bien c'est là qu'on va rentrer dans les avantages et les inconvénients de chaque système.
D'abord, le système Canon, réflexe, traditionnel, classique, qu'on voit partout, avantages et inconvénients. Bon, alors, déjà en avantage, très bonne ergonomie, je me souvenais exactement où étaient mes boutons, j'ai toujours très bien navigué dans les menus de réglage du Canon, je pouvais globalement faire ce que je veux, comme je voulais, très rapidement, être très adaptable à l'environnement, et globalement, c'est vraiment le boîtier parfait pour tout faire. Vous pouvez aller en voyage, faire du paysage, du portrait, en plus la gamme d'optique de Canon est extrêmement bien fournie. Vous trouvez des objets qui n'existent même pas dans d'autres marques, comme par exemple le 85-1.2 que j'adorais, je kiffais cette optique. Même aujourd'hui j'en parle, ça me fait mal, il y a un petit pincement au cœur qui me dit quand je... Bref, on est passé à autre chose, il ne faut pas regretter le passé. Bref, c'est vraiment un excellent appareil photo. Je me rappelle que j'étais passé du 5D2 au 5D3 par rapport à l'autofocus, qui est excellent sur le 5D3, qui réagit monstrueusement bien, qui est très très précis. Et même si aucun système d'appareil photo n'est parfait, il faut quand même avouer que ça cumulait beaucoup d'avantages. Mais ce cumul d'avantages donnait lieu à quelques inconvénients qui, selon moi, commençaient par le poids. C'est 980 grammes, je crois, rien que pour le 5D Mark III nu. Et la plupart des optiques que je possédais avoisinaient le kilo, voire plus. Quand je me promenais avec un combo 5D3 85-1.2, au bout d'un moment, je commençais à avoir sérieusement mal au niveau du poignet ici, voire même à l'épaule. Le dos avec tout le reste de l'équipement dans le sac à dos, j'en parle même pas, c'était une horreur. Donc, ça commençait à devenir compliqué. Maintenant, après, dans la liste des inconvénients de ce système-là, on pourrait notamment citer l'un des points majeurs qui m'a fait changer de système, c'est-à-dire le manque relatif, je dis relatif, de dynamique du capteur qui plafonne à 11,7 IL, ce qui est un petit peu limité quand vous faites par exemple du reportage et que vous n'avez pas le loisir de planifier plusieurs expositions comme en paysage, de façon à utiliser une dynamique très large et à ne pas perdre de matière ni dans les hautes lumières ni dans les ombres. C'est un petit peu limite, et surtout la récupération des ombres sur Lightroom, quand vous poussiez le curseur un petit peu trop à droite, ça faisait réapparaître beaucoup de bruit justement à cause de cette dynamique un petit peu étroite. Maintenant, il y a aussi les autres inconvénients annexes, ceux qu'on ne découvre que lorsque l'on compare à ce que d'autres marques proposent à tarif équivalent ou à tarif moindre. Donc là, sur le 5D3, il n'y avait pas d'écran orientable, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas d'assistance focus picking, plus tout un tas de petits autres gadgets comme ça que je listerai tout à l'heure sur le Fuji et qui ont pesé plus ou moins intensément ou modérément dans la balance de ce choix. Maintenant, de l'autre côté, il y a donc le modeste X-T1 que j'avais mis en face du 5D Mark III, ce qui peut paraître assez curieux, soit dit en passant, parce que beaucoup de gens vont sûrement me dire dans cette vidéo ça ne sert à rien de comparer un appareil full frame à un appareil APS-C. Mais encore une fois, je reviendrai tout à l'heure sur ce dont vous avez besoin en tant que photographe. Si, malgré le fait que je faisais beaucoup de portraits, j'ai quand même trouvé mon bonheur dans un système APS-C, c'est qu'il y a des raisons, et je pense même que je devrais faire une deuxième vidéo après, parce que dans celle-là, il y a surtout beaucoup de blabla, une deuxième vidéo pour montrer vraiment, images côte à côte, les différences qu'on peut trouver entre les deux, et pourquoi finalement cette question du rendu full frame ne m'a pas beaucoup posé de problème en passant sur de l'APS-C. C'était une aparté. Maintenant, avantages et inconvénients du système Fuji, eh bien, au rayon des avantages, déjà, légèreté, compacité, tout un tas de petits gadgets en plus qui n'existent pas sur le Canon. À titre d'exemple, je craignais un petit peu de passer au viseur électronique sur les boîtiers hybrides parce que j'avais peur de perdre en qualité, et en fait il s'avère qu'aujourd'hui le viseur électronique est une chose dont j'aurais du mal à me passer car ça permet d'afficher beaucoup d'informations qui aujourd'hui me sont très précieuses. Ça permet d'afficher le focus picking, c'est-à-dire une zone qui met en surbrillance les zones nettes de la photo, très pratique quand on utilise par exemple des vieilles optiques qui n'ont pas d'autofocus, ou quand tu veux monter un objectif d'une autre marque avec une bague d'adaptation
et utiliser quand même une mise au point, faire une mise au point quand même correcte. Ça présente pas mal d'avantages. Quand on est en situation de photo nocturne ou de pause longue, il y a une échelle des distances de zone de netteté qui apparaît dans l'écran, c'est très pratique. Lorsque on a l'œil dans le viseur, on peut aussi prévisualiser la photo telle qu'elle va être prise par le capteur, c'est-à-dire qu'on a toujours une vue directe sur la photo qui va être prise. Donc si c'est sous-exposé ou surexposé, on le voit tout de suite. Et ça vient aussi être confirmé par l'affichage dans le viseur d'un petit histogramme qui nous dit exactement comment est exposée la photo. Et tout ça, c'est extrêmement pratique quand on fait de la photo au quotidien. Et ce n'était pas disponible ou pas directement sur le 5D. Et franchement, aujourd'hui, je ne regrette pas cet apport-là du viseur électronique. Revers de la médaille, ce tout électronique se paye en termes d'autonomie et de batterie. On pouvait citer aussi tout à l'heure dans les points positifs du 5D une excellente autonomie, même quand on n'utilise pas de grip additionnelle avec batterie additionnelle dedans, on peut sans problème tenir une journée complète de shooting avec un 5D, avec une seule batterie, ça ne pose strictement aucun problème. Ce n'est pas le cas sur le Fuji et il faut bien y faire attention et en prendre compte, en avoir conscience quand on choisit ce système-là, c'est que le tout électronique, dans une journée complète de photos, vous allez vider une batterie complètement, c'est sûr, plus peut-être la moitié d'une autre, ou une deuxième encore derrière si vous faites beaucoup de photos, si vous utilisez beaucoup la rafale, etc., etc. Tout se paye en termes énergétiques sur le Fuji. Donc, des avantages, des inconvénients, en fait, vous pouvez en trouver dans toutes les marques et dans tous les modèles d'appareils photo, puisque aucun appareil photo n'est parfait, mais comme je l'ai dit en introduction, aucun ne fait non plus de mauvaises photos. Est-ce que vous êtes vraiment obligé d'investir dans un 1DX Mark II pour faire de bonnes photos de sport? Non. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir un capteur à 36 millions de pixels comme dans un Nikon D800 pour faire de beaux paysages? Non. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir un Nikon D5 pour attraper la petite mouette que vous vouliez attraper depuis des lustres et faire une photo de ce martin pêcheur au moment où il tombe dans l'eau? Non plus. Donc ça vous ramène toujours à savoir qu'est-ce que vous voulez investir pour avoir quel genre de résultat. En suivant d'autres photographes, comme je le disais tout à l'heure, qui avaient switché de Canon vers Fuji sans compromettre la qualité de leurs photos, j'ai pu voir qu'il y avait toujours moyen de faire du bon boulot, même avec des hybrides, même avec du Fuji, sans avoir aucune arrière-pensée quant à ce changement. Et dans les photographes auxquels je pense, vous avez par exemple Patrice Mestari, qui est un photographe de paysage français mais basé en Écosse pour le moment, qui fait de magnifiques paysages, qui a switché lui depuis assez longtemps, qui a quitté son vieux Canon pour prendre un Fuji X-T1 qui n'a pourtant que 16 millions de pixels et qui fait des paysages à tomber à la renverse. C'est absolument magnifique, je vous invite à aller voir sa page Facebook, son site internet. Et un autre photographe aussi auquel je pense, c'est Tan Nguyen, qui a une page sur Facebook qui s'appelle Flou Sentimental. Lui, son truc, c'est plutôt les portraits. Et il opère avec un Fuji X-T1 monté avec un objectif 90 mm f2 qui est donc grosso modo l'équivalent de ce qu'on peut trouver chez Canon avec le 135 f2 et c'est vraiment à tomber par terre. Il obtient des résultats hallucinants, donc si eux peuvent le faire, je peux le faire et vous pouvez le faire aussi. Vous n'avez pas besoin de forcément exploser votre tirelire pour réussir à faire des photos. Bon, ce qui nous conduit à parler d'argent. Il y a encore pas mal de gens que j'entends venir d'ici me dire « Thomas, tu ne peux pas comparer le prix d'un réflexe plein format à un appareil APS-C, ça ne veut rien dire. » Vous avez partiellement raison, mais vous avez partiellement tort aussi, parce que moi ce que je vois, c'est quel prix j'investis pour avoir quel résultat d'image. Peu importe le système d'appareil photo dans lequel je mets mon argent, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir l'image à la fin, le rendu final. Et c'est la seule chose qui compte pour moi. Donc mettre en regard un full frame, un APS-C ne me fait pas peur et je ne compte pas reculer face à cet argument-là. Le rendu, c'est tout ce qui compte. Donc, question tarif. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais acheté mon 5D3 pour la modique somme de 2699 €. Donc pas loin de 3000. À l'époque de sa sortie, le 5D3 coûtait 3300 ou 3400 €. Il faudrait que je vérifie.
De l'autre côté, le XT1, à sa sortie, valait approximativement 1500 €. Et moi, quand je l'ai acheté d'occasion, il m'a coûté 700 $. Donc, le gouffre est juste immense. Le premier objet que j'ai acheté avec le Fuji, c'était donc le 35 mm f1.4. Il m'a coûté très exactement 299 $ au département occasion de B&H Photo à New York. Quand vous voulez vous offrir un équivalent 35, c'est-à-dire le 50 mm f1.4 de chez Canon, heureusement il y a du 1.8 pas cher, mais le 50 1.4 lui aussi vaut beaucoup plus cher que ça. Et vous pouvez ainsi de suite mettre côte à côte tous les équipements que j'avais avant en full frame face à ceux que j'ai aujourd'hui en APS-C. Forcément, les optiques sont moins grosses, moins lourdes, elles contiennent moins de métal, moins de plastique, moins de verre, donc forcément elles sont moins chères. Ok, par rapport aux autres systèmes APS-C, le prix des optiques Fuji peut paraître pas donné, mais qualitativement, ça déboîte. Je suis désolé de le dire, ça déboîte. Et quand j'ai acheté le 56 mm f1.2 et que j'ai comparé les images que ça donnait par rapport à mon 85 mm f1.2, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'aimais beaucoup ce 85, mais les aberrations chromatiques, la perte de piqué dans les angles, c'était nul par rapport au 56 mm f1.2 qui lui est extrêmement homogène, pique énormément et, contrairement au 85, est exploitable dès l'ouverture de f1.2. Et finalement, à quoi ça sert d'avoir un 85 mm f1.2 si vous n'êtes pas capable de faire une mise au point à f1.2 tellement elle est mince et que vous foirez votre mise au point sur quasiment toutes vos photos? Ça sert à rien. Un tout petit mouvement de tête de votre modèle et la mise au point n'est plus sur l'œil. C'est fini. Donc combien de déchets de photos, combien de photos ratées, de photos perdues juste pour le plaisir d'utiliser un 85 f1.2? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je vous laisse décider de ça en votre âme et conscience. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à photographier avec cet objectif-là, mais ce que je remarque, c'est que je réussis beaucoup plus souvent les photos avec le 56 f1.2 Fuji, grâce à la détection visage, la détection de l'œil qui fonctionne extrêmement bien, et surtout le f1.2 correspond en réalité à du f1.8 en comparaison full frame. Donc à f1.8, vous avez tout de suite un petit peu plus de profondeur de champ, et c'est plus difficile de rater une photo, rater de la mise au point sur une photo. Donc au final, j'ai un très bon rendu, moins de photos ratées, et à des prix qui sont stratosphériquement diamétralement opposés. Le 56 f1.2 est l'un des objectifs les plus chers chez Fuji, il vaut à peu près 1200 €, tandis que le 85 f1.2, lui, vaut plutôt dans les 2000 €. Il y a plus de 800 € d'écart, c'est énorme. Pareil, vous mettez en regard l'équivalent. J'avais le 1635 sur Canon. C'est pareil, c'est un objectif qui vaut à peu près 1200-1300 €. Son équivalent Fuji, le 10-24, vaut 880 €. J'ai beaucoup économisé d'argent en passant chez Fuji, parce que la revente intégrale de mon matériel Canon a payé non seulement le second boîtier Fuji, un X Pro 2, un 1655 f2.8, qui est donc l'équivalent d'un 24-70 que je n'ai jamais pu me payer sur Canon tellement il est cher. Je n'ai pas renouvelé mon 70-200 Canon parce que finalement c'est une optique que je n'utilisais pas beaucoup. Mais je me suis acheté le 10-24 f4 stabilisé, le 56 f1.2, le 90 mm f2, celui dont je viens de parler, le 1655, et le second boîtier. Tout ça pour le prix de revente de mon matériel Canon. Et il me reste même encore une petite marge de manœuvre au niveau budgétaire pour m'acheter quelques accessoires qui améliorent la prise en main du boîtier ou des trucs comme ça, des batteries supplémentaires, des filtres, peu importe, des petits détails. Donc au niveau financier, je m'y suis complètement retrouvé. Tout est moins cher chez Fuji, de 30 à 50% moins cher selon les boîtiers, les optiques que vous regardez. Et même si c'est une comparaison entre full frame et APS-C, on s'en fout. Tout ce qui compte à la fin, c'est le rendu. Et moi, ce que je vois, c'est que j'ai un rendu qui est au moins aussi bon en dépensant 30 à 50% de moins. Après, c'est à vous de faire votre choix et de décider si ça vaut la peine ou si ça ne vaut pas la peine. Bien, maintenant, je sais que certains d'entre vous attendent peut-être beaucoup, cherchent beaucoup d'avis sur Internet concernant des points clés qui permettraient de vraiment faire la différence entre un système hybride
et un système réflexe. Pendant très longtemps, jusqu'à même cette année 2016, il fallait pas trop compter sur la capacité des hybrides à avoir un autofocus aussi performant que ceux des réflexes. Ça, c'est clairement pas le cas, et encore moins un réflexe comme le 5D3 qui bénéficie d'un module déjà très pointu et très efficace. Je suis à peu près convaincu que dans le futur, cet écart tendra à se réduire, d'autant plus que 2016 a vu arriver le Fuji X Pro 2 qui bénéficie des dernières avancées en matière d'autofocus chez les hybrides. Il y a beaucoup de détecteurs de phase, il y a énormément de collimateurs autofocus qui permettent d'avoir une mise au point très rapide. Très rapidement, on peut sélectionner parmi plus de 280 et quelques collimateurs, on peut sélectionner la zone, on peut l'élargir, la resserrer. On a un joystick qui permet de sélectionner le collimateur que vous voulez très rapidement, comme sur le 5D3. Et même maintenant, le nouveau XT2 qui vient de sortir a en paramétrage d'AF des menus qui permettent de configurer l'autofocus du XT2 exactement, quasiment identiques à ceux qu'il y a dans le 5D Mark III. Donc, au niveau autofocus, très franchement, évidemment, c'est quelque chose qui tend à se réduire, l'écart entre les deux. Vraiment, on n'est plus très loin de ce que propose un réflexe, mais on est encore un petit cran en dessous. En termes de vitesse, pour le moment, le X Pro 2 n'a pas grand chose à envier au 5D3. Par contre, il y a une certaine inconstance par moment où vous allez voir que l'autofocus a un petit peu de mal à trouver un visage ou à faire le point sur la zone que vous lui avez demandé sur laquelle vous lui avez demandé de faire le point. C'est pas toujours un gros problème, surtout que vous pouvez faire la retouche manuelle du point sur absolument l'ensemble des objectifs de la gamme Fuji. Donc bon, c'est pas un gros problème. Si vous n'avez vraiment pas d'autofocus qui marche, vous pouvez passer en mode de sélection mise au point manuel et bénéficier du focus picking qui vous permettra de mettre en lumière les zones qui sont nettes sur votre photo. Il y a des alternatives et ça, tous les boîtiers Fuji le proposent, contrairement à mon 5D3 qui n'était pas toujours très pratique. De la même manière, toujours concernant l'autofocus et les zones de netteté, je ne sais pas si ça se verra bien sur la photo, sur la vidéo, pardon, il y a une petite réglette en bas de l'écran qui permet de visualiser la zone de netteté de votre photo avant même de faire la photo. Elle tient compte de votre focale, de la distance de mise au point et de l'ouverture. Et vous savez toujours exactement sur la réglette, avec une échelle de distance, sur quelle zone, sur quelle profondeur de champ votre photo est nette et jusqu'à quel endroit vous avez fait la mise au point. C'est extrêmement pratique, surtout quand on fait du paysage, surtout quand la lumière vient à manquer, notamment de nuit, et où vous ne pouvez pas compter sur votre autofocus pour être sûr d'avoir votre mise au point jusqu'à l'infini, par exemple. Vous pouvez le pré-régler grâce à cet outil fort pratique. Globalement, l'autofocus reste donc en retrait par rapport à ce que propose un réflexe. Mais soyez patient, si vous retenez d'acheter un hybride à cause de ça, ça ne va pas durer très longtemps. Je pense que d'ici encore une ou deux générations de boîtiers, grand maximum, on aura quelque chose d'aussi performant que les réflexes type 5D Mark III aujourd'hui en 2016. Maintenant qu'on a parlé de la légèreté, de la compacité, du parc optique, du prix, de l'autofocus, je vais faire un petit chapitre assez rapide sur le rendu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé de passer chez Sony quand j'ai manifesté mon envie de passer à un système hybride. Mais alors, ne le prenez pas mal, chers utilisateurs de Sony, mais je trouve que les images délivrées par les Sony sont généralement assez froides, assez... Je sais pas, il manque quelque chose, il manque un petit brin de vie quelque part. Et c'est ça que j'apprécie aussi beaucoup dans mon Canon, c'est que les images avaient un rendu, un truc assez indéfinissable que je préférais par rapport à son éternel concurrent Nikon.
Maintenant, quand s'agit de choisir un système hybride, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai préféré aller sur Fuji plutôt que sur Sony. Parce que Fuji est déjà historiquement un fabricant de pellicules. Et ils ont intégré dans tout leur boîtier les simulations de films qui rendent vraiment quelque chose de très très fidèle au rendu argentique. Et ça c'est important parce que ça permet tout de suite d'avoir dès le JPEG un rendu exploitable tout de suite. J'avais beaucoup écouté ça avant d'acheter le Fuji, oui les JPEG sont exploitables tout de suite. Je gardais beaucoup de doutes à ce sujet-là parce que ça fait des années que je photographie que en RAW pour traiter les images brutes sans me fier à la qualité d'un JPEG. Je suis revenu sur mon avis en voyant que finalement c'est vrai. Le rendu des JPEG des Fuji est déjà excellent. Si vous voulez encore plus travailler vos photos, bien sûr, travailler en RAW, ça ne changera pas. Mais vous pouvez sans problème aller sur un mariage, ne faire que du JPEG et revenir avec des images à la fin de la journée qui sont à 100% exploitables, telles quelles, et vous gagnez énormément de temps sur la retouche. C'est vraiment très appréciable. Maintenant, toujours en question de rendu, je vais parler de la définition des capteurs, du rendu des couleurs et aussi de la tenue en ISO. C'est extrêmement impressionnant et dire que ce n'est que de la PSC, mais les montées en ISO sont phénoménales. Sur le dernier X Pro 2 que j'ai reçu début juillet, j'ai fait des tests. À 6400 ISO, les images ont extrêmement peu de granulation et surtout ce qui est important pour moi comparé aux images que fournissait le 5D Mark III, c'est que la granulation qui apparaît sur ces images est extrêmement homogène, elle n'est pas colorée ni bleu ni rouge et surtout il n'y a pas de banding, il n'y a pas une espèce de trame un peu dégueu qui apparaît dès qu'on plonge dans une ombre. Tout reste très bien tenu et je pense que les capteurs si particuliers des Fuji ils sont pour beaucoup. Pour petit rappel, ce sont des capteurs avec une matrice de Bayer totalement différente, on la qualifie de pseudo-aléatoire, ce qui évite d'une part le moiré sans avoir à mettre de filtre passe-bas devant le capteur et vraiment que ce soit avec le X-T1 16 millions de pixels ou avec le X Pro 2 à 24 millions de pixels, je n'ai pas la sensation quand je retouche les images de travailler avec seulement, entre guillemets, 16 ou 24 millions de pixels. Ça me rend toujours l'impression de travailler avec quelque chose qui a une définition quand même un bon cran au-dessus. Je mets pas ça sur un piédestal non plus, 16 millions de pixels ça reste 16 millions de pixels et 24 ça reste 24. Mais très franchement, entre les fichiers d'un X Pro 2 et ceux d'un 5D Mark III qui était de 23 millions de pixels, il n'y a pas de différence qualitative marquée, sauf si on monte vers les hauts ISO, la qualité va en l'avantage du X Pro 2. Et ça, c'est quand même assez balèze pour un appareil qui n'est qu'un APS-C. Donc au final, on a passé en revue pourquoi j'étais équipé Canon, pourquoi je suis passé sur Fuji, on a parlé de l'autofocus, on a parlé du rendu des images, on a parlé du poids, de l'encombrement, on a parlé du prix, on a parlé de beaucoup de choses et je crois qu'il est temps de conclure en fait sur pourquoi passer d'un système réflexe à un système hybride. Comme je le disais dans l'introduction, je ne vous incite pas à passer à un système hybride parce que c'est un système hybride et parce que c'est nouveau, parce que c'est une tendance générale. Je vous inciterai seulement à passer sur un système hybride si cela vous suffit pour faire les photos que vous faites. Analysez vos images, analysez votre manière de photographier. Moi je sais que pour du portrait ça me va, pour du reportage ça me va, et pour du voyage ça me va, et ça me va même encore mieux. C'est peut-être sur ce point-là que je vois l'apport le plus important d'être passé à de l'hybride. Sachez et soyez rassurés que en termes de qualité d'image, vous ne sacrifiez rien en termes de qualité d'image à passer sur un système hybride. Vous y gagnerez probablement de l'argent, quoique si vous veniez peut-être d'un système non pas full frame en réflexe, mais d'un APS-C genre 7D, 7D2 ou les équivalents Nikon, ça va peut-être se valoir au niveau du prix, ça va peut-être même être un poil plus cher chez Fuji à ce qui me semble, mais en tout cas moi je trouve que le rendu, la qualité du rendu se rapproche quand même plus d'un full frame que d'un APS-C, alors même que ce n'est qu'un APS-C. Je vous laisse le libre choix de ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire. On trouvera toujours des ayatollahs du full frame ou du moyen format qui vont nous dire que rien ne vaut
ceci ou cela. Dites-vous simplement que si moi qui avais un full frame depuis des années et des années, où j'ai eu le 5D, j'ai eu le 5D2, j'ai eu le 5D3, et où j'exploitais totalement, j'adhérais totalement à ce rendu, si moi j'ai pu passer à de la PSC sans sacrifier la qualité de l'image, sans sacrifier le rendu, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Prenez simplement le temps de prendre en considération cet avis-là. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec, mais prenez peut-être juste le temps de le prendre en considération. Vous pourriez peut-être, comme moi, être surpris à la fin. Quoi qu'il arrive, si vous connaissez des gens autour de vous qui possèdent des systèmes hybrides, de préférence récents comme le X Pro 2 ou comme les derniers Sony, le A6300 ou les autres Sony full frame, le A7R, le A7R2, prenez le temps de les essayer, prenez le temps de tester, de repartir chez vous avec quelques photos sur une carte mémoire, faites des comparatifs et vous verrez que il ne faut pas avoir peur de ces nouveaux systèmes, ni parce qu'ils sont nouveaux, ni parce qu'ils sont moins chers, ni parce qu'ils semblent donner l'impression de downgrader votre matériel. Ce n'est pas le cas. Tout dépend de votre pratique photo. Une fois de plus, c'est sûr que pour le moment, les boîtiers hybrides ne sont pas les plus adaptés pour les photographes animaliers, pour les photographes de sport, ceux qui vont aller chasser des oiseaux dans la forêt ou essayer de faire des filets sur des voitures de course qui passent au bord d'un circuit. Bien que les derniers appareils, genre le XT2, semblent être plutôt assez doués dans ce domaine-là, tout dépend de votre pratique photo. Moi, ce que je sais, ce que j'ai fait le bilan, c'est que pour le prix que je suis prêt à mettre dans un appareil photo, eh bien, je pouvais tout à fait faire les mêmes photos qu'avant avec un système APS-C, me faire le plaisir de m'offrir en plus une optique supplémentaire dans mon parc optique et avoir le luxe, et ça, croyez-moi, c'est un vrai luxe, de partir avec un sac à photo léger. Léger et totalement adapté à pratiquement n'importe quelle situation. Je sais que mon prochain voyage photo, le sac ne sera plus un problème puisque je vais partir simplement avec mes 2 zooms et mes 2 boîtiers. Basta. Et ça n'a pas de prix. Quoi qu'il en soit, passez une bonne journée, sortez faire des photos. Il y aura sûrement d'autres photos à venir sur ma chaîne, le Studio Toto. Je vous tiendrai au courant. Je vais de toute façon faire d'autres prises de vue pour vous montrer des comparatifs entre le 5D3, les images des Fuji, vous mettre un petit peu des compléments à cette vidéo là qui a été fort longue et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout si vous êtes toujours avec moi. Je vous dis à bientôt et amusez-vous bien.